Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Voici les titres de votre journal. Le Tchad s'achemine vers un régime présidentiel. C'est l'une des recommandations du Forum national sur la réforme des institutions. Ils seront plus de 8 millions de jeunes en âge de voter fin 2018 en République démocratique du Congo. La Voix de l'Amérique est allée à leur rencontre. Ici aux États-Unis, 6 adolescents ont décidé de se porter candidats au poste de gouverneur du Kansas, profitant d'un vide juridique. Je vous le disais en titre, au Tchad, le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles, achevé hier après une semaine de travaux, a opté entre autres pour un régime présidentiel au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur, selon le document final du Forum. Reportage André Kodmagingar, récit John Linden. Selon le document final du Forum, les participants ont, dans leur majorité, opté pour l'instauration d'un régime présidentiel intégral au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur. Également prévu, une révision de la durée du mandat du président qui passe de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Le mandat des députés, lui, passe de 4 à 5 ans, renouvelable une fois également. Des législatives repoussées depuis 2015 ont été promises pour 2018 par le président Idriss Déby Itno, dont les partisans ne cachent pas leur satisfaction. Nous allons repartir dans la nouvelle phase. Cela veut dire un nouveau départ. C'est la raison pour laquelle moi je peux dire que ce forum c'est une réussite. Une grande partie de l'opposition a boycotté ce forum. Pour celle qui a accepté d'y participer, il était nécessaire d'être là. Quand on oppose à quelque chose, c'est apporter sa contribution. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, on a porté nos voix et nos voix ont été prises en compte et c'est dans l'intérêt de la nation. Donc il fallait venir discuter, mais rester à distance, je pense que la chaise vide ne peut jamais. Dans ses conclusions, le Forum préconise plusieurs autres changements. Lors de son discours d'ouverture le 19 mars dernier, Idriss Déby Itno avait annoncé la création d'une 4e République. Le socle de la nouvelle République a été posé, s'est-il réjoui hier. Sa mise en place définitive suppose une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. John Linden évoquait les conclusions de ce forum. Revenons sur ces conclusions avec vous, René Lake, directeur de publication des portails d'information ceneplus.com et abidjanplus.com. Merci d'être avec nous, d'abord. Je suis bien content d'être là. René, essayez de nous éclairer. En quoi consiste ce passage au régime présidentiel? Et puis, qu'est-ce que ça change concrètement pour les Tchadiens et accessoirement pour le président tchadien? Oui, vous savez, dès qu'on rentre dans ce type de réforme constitutionnelle, l'enjeu principal, quel que soit le pays, en particulier les pays d'Afrique francophone, c'est la question du mandat présidentiel. Vous savez, on est dans des systèmes jacobins très très forts, très très centralisés, hérités un peu de la colonisation française. Hein, le système un peu français, où au fond on a une sorte de président de la République, mais qui est une sorte de pratiquement de monarque. Et donc il y a des tas d'astuces, il y a des tas de manipulations qui sont faites pour pouvoir permettre... L'astuce, c'est plus de Premier ministre. C'est plus de Premier ministre. Alors là, c'est plus une dimension, je crois, politique, parce qu'on peut jouer sur la question du mandat sans pour autant supprimer le poste de Premier ministre. Dans le cas d'espèce, je crois que c'est plus pour faire le vide autour et pour pouvoir s'assurer au moins 2 années, puisque maintenant, deux mandats, puisqu'on passe de 5 à 6, donc ça fait 12 ans. Déby est au pouvoir déjà depuis 28 ans, donc plus 12, ça fait quoi? Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans de pouvoir. Donc il se garantit les 12 prochaines années à la limite. Au pouvoir. C'est de cela qu'a accouché ce forum finalement. Mais alors, quelle valeur accorder à une décision prise, certes, avec des membres de la classe politique, du clergé, ainsi que d'une partie de la société civile, mais sans l'opposition qui a boycotté les travaux? L'opposition principalement a été absente, ont beaucoup remis en cause
la question. mainmise du parti au pouvoir. Et notamment, j'ai écouté sur des radios internationales un responsable de l'opposition parler de demi-dieu, qui est une expression qui est beaucoup utilisée en Afrique pour nos chefs d'État. Mais alors, quelle valeur accorder à ces décisions, finalement? Vous savez, en dernier ressort, il va falloir qu'on aille sur une révision de la Constitution, et c'est la nouvelle Constitution qui va s'appliquer. Donc, à la limite, on peut le voir comme une transformation formelle, mais dans la réalité, il n'y a pas grand-chose, je crois, sauf la pression politique qui pourrait empêcher cela de se faire. Alors, on a bien entendu, René Leïc, le caillou que vous avez lancé aux Africains francophones et dans leur rapport notamment à la Constitution. Le tripatouillage de Constitution, une maladie africaine? Une maladie africaine, mais aussi, beaucoup une maladie d'Afrique francophone. Hein. Nous y voilà. Voilà. Vous savez, il y a 37 pays en Afrique sur les 55 où il y a une limitation de mandat. Donc ça veut dire qu'il y en a quoi? Il y en a 18 où il n'y a pas de limitation. Donc 6 quasiment de facto, ça peut être des royaumes, des choses comme ça, mais vous en avez 12 où c'est littéralement par choix. Donc, et la plupart de ces pays-là sont des pays d'Afrique francophone. C'est bien noté. Merci René Leïc. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de cdplus.com et abidjanplus.com, de portail d'information en ligne. Cap sur l'est de la RDC, à présent à Béni. 10 civils ont été tués, au moins 5 sont portés disparus après une incursion de présumés rebelles ougandais des ADF dans le nord Kivu. Pour l'armée, il s'agit d'une guerre asymétrique, tandis que la société civile de cette région réclame plus de protection de la part de la MONUSCO et de l'armée congolaise. Toujours en République démocratique du Congo, le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour usurpation de nationalité à l'encontre de Moïse Katumbi. Monsieur Katumbi est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre. Il est actuellement en exil. La justice congolaise affirme que monsieur Katumbi est en réalité italien. Le pays ne reconnaissant pas la double nationalité, la candidature de monsieur Katumbi aux élections serait de fait caduque. Nous avons joint Olivier Kamitatou, porte-parole de monsieur Katumbi, pour une réaction. Écoutons. La question est de savoir, est-il éligible comme Congolais? Et pour ça, je vous réponds que Moïse Katumbi est bel et bien Congolais d'origine. Et il n'est pas du tout italien. Et preuve en est, c'est que pendant les 10 dernières années, il a été gouverneur du Katanga. Il a conduit la majorité présidentielle à la victoire électorale au Katanga en 2006 et en 2011. Et jamais ne s'est posé la question de savoir s'il était ou avait été italien. Moïse Katumbi était condamné suite à la menace que sa candidature fait peser sur la majorité présidentielle, parce que Moïse Katumbi est un candidat sérieux et le principal adversaire de Joseph Kabila et de sa famille politique. Depuis début mars, Moïse Katumbi a lancé sa plateforme électorale. Il est le candidat d'une très grande force politique et à ce titre, il va rentrer au pays, déposer sa candidature et faire son offre politique au peuple congolais. C'était Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Restons en République démocratique du Congo, du côté des jeunes électeurs, une fois n'est pas coutume. Ils sont plus de 8 millions en âge de voter aux élections présidentielles, législatives et provinciales de fin 2018. Anita Powell de La Voix de l'Amérique a rencontré des jeunes de Kinshasa pour connaître leurs opinions sur ces scrutins. Le récit est de Blanche Sanou. Ces jeunes et brillants étudiants congolais sont habitués aux examens. Dans quelques mois, ils espèrent en faire passer un à leur pays. Kinshasa, la capitale congolaise, est un bastion de l'opposition. Les jeunes y ont joué un rôle important dans les manifestations demandant la démission du président Joseph Kabila. Ils entendent être une force du changement. Le président Kabila, s'ils doivent démissionner, d'abord ça commence par la conscience. Lui-même, il sait que non, il a déjà fini ses mandats. Il a même débordé. Le scrutin, initialement prévu pour 2016, doit maintenant avoir lieu en décembre. Le report de 2 ans a permis à des jeunes comme Richard Bakou, âgé de 19 ans, d'atteindre l'âge de voter. Il est important que nous ayons un nouveau président qui aidera les jeunes en créant des emplois, afin que nous ayons une vie meilleure.
Mais le parti au pouvoir dit qu'il est sûr de pouvoir canaliser cette importante tranche de la population. Après tout, le président Kabila, à 46 ans, est l'un des plus jeunes hommes politiques du pays. C'est un parti qui responsabilise les jeunes et c'est un parti qui a une vision assez précise sur le rôle que doit jouer la jeunesse par rapport au développement de notre pays. Mais certains jeunes électeurs ont l'intention de ne pas participer à ce vote. Ces trucs des élections, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que malgré qu'on vote, on vote, mais il y a trop de trucages, de tricheries et tout. Je préfère pas cette année. C'est mieux, selon elle, d'éviter la politique et de se concentrer sur ses livres. La coalition au pouvoir en Éthiopie a choisi son Premier ministre. Monsieur Abiy devrait succéder au Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn, qui avait démissionné en février. Il deviendrait ainsi le Premier ministre appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays, et qui s'estime marginalisée depuis l'arrivée au pouvoir en 1991 de l'EPRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Après avoir découvert que dans l'État du Kansas, il n'existe aucune disposition légale sur l'âge minimum pour être gouverneur, 6 adolescents ont décidé de se présenter à l'élection. Isha Serai est allé à leur rencontre. Le récit est de Dili Diko. Je m'appelle Jack Bergeson et je veux être le candidat démocrate à l'élection du gouverneur du Kansas. J'ai décidé de me présenter lorsque j'ai entendu que Jack Bergeson l'avait fait. Je suis Tyler Ozick. Je suis candidat républicain à l'élection du gouverneur du Kansas. Ethan Ranlis, 18 ans, je brigue le poste de gouverneur. Aaron Coleman, j'étais le second adolescent à se porter candidat. J'y ai longtemps réfléchi, puis je me suis finalement décidé en octobre. Ayant réalisé qu'il était tout à fait légal et même simple de se présenter à l'élection du gouverneur du Kansas, 6 adolescents se sont portés candidats. À notre âge, il faut être plus qu'une plateforme. À mon avis, il faut vouloir s'attaquer aux plus grands défis de notre État, qui sont, selon moi, la transparence et l'éducation. Dès le départ, je dirais tout simplement au corps législatif du Kansas, vous avez le choix entre gouverner ou être gouverné. Mais comme dans toute campagne, la plupart de ces candidats en herbe se sont heurtés à des défis, en particulier celui d'être pris au sérieux du fait de leur jeune âge. Je pense que le plus grand obstacle auquel j'ai dû faire face, aujourd'hui probablement moins qu'au début, c'est le fait que les gens voient ma candidature comme une blague ou un truc du genre. Il a été transparent et extrêmement sérieux dès le début. Ce n'est pas une chose qu'il prend à la légère. Ma réaction a été « Vas-y, fonce, c'est super !» Il voulait vraiment le faire, je suis très fière de lui. Quel que soit leur objectif personnel, tous ces jeunes candidats s'accordent sur le fait qu'ils cherchent à inspirer et mobiliser la jeune génération. Ici, aux États-Unis, toujours, un refus sans appel. Le président Donald Trump a rejeté aujourd'hui l'appel de John Paul Stevens, un ancien juge, à réviser la Constitution en abrogeant le 2e amendement sur la détention des armes à feu. Le 2e amendement ne va jamais être abrogé, a tweeté le président, qui est aussi à la une de l'actualité américaine pour ses démêlés avec l'actrice de film X, Stormy Daniels. Cette dernière affirme avoir une relation, une liaison avec Donald Trump, ce que M. Trump a fermement démenti par le biais de ses porte-paroles. Stormy Daniels a annoncé aujourd'hui vouloir faire témoigner M. Trump ainsi que Michael Cohen, l'avocat personnel du président, avec lequel elle a signé un accord de confidentialité sur cette affaire. Motivation politique et usage irréfléchi de la justice, selon Michael Cohen. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité.
Retour au Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette deuxième partie de votre journal. Le sport comme outil d'intégration. L'histoire d'un migrant camerounais devenu rugbyman dans son pays d'adoption. Lutte contre le VIH-Sida, l'Afrique du Sud implémente le dépistage autonome et anonyme. La zone de libre-échange économique continentale est aussi une réalité numérique. Parce que l'Afrique et les nouvelles technologies vont de pair aussi, chaque mercredi, nous vous proposons Afrotech, présenté par Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Alors, par quoi commençons-nous aujourd'hui? Quelles sont les dernières nouvelles du front en matière de technologie? On commence avec le festival Afrotech-Topia qui s'est tenu la semaine dernière à New York, avec comme objectif de célébrer l'intersection entre la race et la technologie. Pour les participants au festival, c'était l'opportunité d'exprimer leur identité noire et de partager leur expérience dans l'univers tech. On y trouvait par exemple des applications éducationnelles en réalité augmentée sur le racisme dans l'histoire américaine. On comprend facilement l'importance d'un tel festival lorsqu'on sait par exemple qu'en 2016, les Noirs ne représentaient qu'1% des employés américains de Google. Effectivement. Chaque mercredi, vous aurez également dans ce segment un segment appelé Focus de la semaine. Tout à fait, et nous allons revenir justement sur cette signature de l'accord de libre-échange africain, l'une des plénières portait justement sur la technologie, l'innovation et le commerce africain. Parmi les panélistes figuraient le président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, Jean-Philibert le vice-président ivoirien. Et ensuite, nous avons Jean-Philibert Nsengimana de la compagnie Smart Africa, Kabiru Mbodji de la compagnie Wari et Mukisa Nkituyi de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ce fut l'occasion de dresser le bilan de l'actif technologique du continent, mais aussi de proposer des solutions concrètes. Des solutions concrètes pour assurer que l'Afrique ne soit pas en reste dans les débats internationaux tels que celui de la course aux données. Des mots de Philibert Nsengimana lui-même, la question de la souveraineté de la donnée en Afrique doit être posée, car, je cite, si quelqu'un ne sait pas, si quelqu'un en sait plus sur votre femme que vous-même, si vos voisins en savent beaucoup plus sur vos enfants que vous-même, alors il y a de quoi s'inquiéter. Voilà qui est dit, alors on espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ni de sourde. Et pour finir, folie d'invention, Arzouma. Tout à fait. Anna, nous avons déjà parlé de voitures volantes. Aujourd'hui, nous parlons d'hommes volants. Allons bon. Il s'appelle Richard Browning, il a 39 ans, il est britannique. Cet inventeur se fait appeler le réel Iron Man, notamment à cause de son costume à réaction qui lui permet de voler dans les airs. Une invention révolutionnaire qui lui a permis d'entrer dans le fameux Guinness des records en atteignant une vitesse de plus de 50 km sur 100 mètres. Le costume en question utilise des moteurs à réaction miniatures et un exosquelette spécial. Les réacteurs fonctionnent au kérosène et ont une puissance de 1050 chevaux. L'ensemble de la combinaison pèse environ 40 kg. La société Gravity, dont Richard est le PDG, pense utiliser le costume premièrement pour le divertissement en offrant des séances de vol au public.
Alors, dans l'interview qu'il nous a accordée, Richard Browning nous a affirmé que cette aventure n'est pas prête de s'arrêter. Une interview que vous pourrez retrouver en intégrale sur notre site VOA Afrique. Et les étoiles dans les yeux d'Arzuba Comparé en parlant de l'homme volant, ça vaut tout l'or du monde. Merci beaucoup. Merci Anna. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. Toute autre chose à présent, nous allons passer au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir. Alors, fin de la série de matchs amicaux des équipes africaines à la faveur des journées FIFA. Tout à fait, Anna. 32 pays étaient sur le pont avec une attention particulière pour les représentants africains à la prochaine Coupe du Monde en Russie. Et nous allons voir sur ce tableau récapitulatif des matchs d'hier. Le Sénégal s'en sort avec 2 matchs nuls. Le Nigeria est tombé face à la Serbie. Après avoir dominé la Pologne et l'Égypte, a connu 2 défaites. Tout roule par contre pour la Tunisie et le Maroc, auteur de 2 victoires. Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, est satisfait du stage de préparation. On l'écoute. Le Maroc peut être content et surtout ambitieux pour le futur. C'est ça qui est le plus important, de toujours préparer de jeunes joueurs qui soient capables de suppléer ceux qui jouent le plus souvent actuellement, mais aussi qui soient capables de bousculer la hiérarchie. Et donc quand on est un potentiel champion du monde ou un des favoris de la future Coupe du Monde, eh ben, c'est qu'on est une grande équipe. Et c'est même pas une grande équipe, c'est une très grande équipe. C'était donc Hervé Renard, sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc. Yacouba, Fabio Capello a quitté Jiangsu Suning après seulement 9 mois. Oui, Anna, c'est une rupture de contrat à l'amiable entre le technicien italien et le club chinois. L'ex-technicien du Real Madrid et de l'Angleterre, 71 ans, n'a pas réussi à faire briller l'équipe qui compte pourtant dans ses rangs l'ancien milieu de Chelsea, Ramirez, ou encore son compatriote brésilien, Alex Teixeira. Le départ de Capello est accompagné de celui d'un autre Italien, Walter Sabatini, qui occupait les fonctions de coordinateur technique des équipes du groupe Suning. Et puis Capello, il faut le savoir, avait un contrat de 18 mois pour 10 millions d'euros avec pour objectif de redresser une formation mal en point et proche de la zone de relégation. Anna. Allez, vous êtes tellement bien lancé en foot que je vous garde encore un petit peu. Une petite nouvelle côté ballon rond. Merci Anna, et on va juste soulever qu'on en parlait hier, la RDC avec cette cascade de joueurs qui ont quitté l'équipe nationale justement le samedi dernier, et alors que la RDC devait jouer dimanche face à la Tanzanie, la RDC a perdu 2-0, je le disais. Et oui, en des termes assez peu... Ouais, le scalp des léopards. Voilà. Hein? La Tanzanie s'est offert bien sûr le scalp des léopards. Alors c'est des situations malheureusement on va le dire comme ça, qui arrivent. Et on se rappelle encore que bien avant cela, c'était un joueur le Congo voisin, Congo-Brazzaville, ou encore un joueur avait quitté l'équipe nationale avant pour dénoncer les conditions d'organisation de ces matchs-là. Et c'est dommage parce que lorsqu'on a une semaine pour préparer 2 matchs amicaux, ça c'est pas long. On sait que les joueurs ne reviennent en équipe nationale que peut-être 2-3 mois, chaque 2-3 mois. Et donc, si au plan national, il n'y a pas une organisation parfaite pour accueillir ces joueurs-là et les permettre bien sûr de se préparer pour se mesurer aux grands, parce qu'il y a le mondial qui vient, la RDC n'est pas qualifiée, c'est vrai, le Congo-Brazzaville aussi, mais il faudra quand même mettre un peu d'ordre dans cette manière d'organiser les matchs amicaux pour les pays africains. Merci beaucoup Yacouba Ouedraogo. On vous retrouve demain pour la page sport. Alors, on vous retrouve demain, mais on reste avec vous, puisque après le sport performance que vous venez de nous présenter, c'est le sport qui sauve avec l'histoire de Yves Kepse-Chonang. Ce migrant a quitté le Cameroun, son Cameroun natal, pour migrer clandestinement vers l'Espagne et vivre sa passion sportive. La suite, vous nous la racontez. Du haut de son mètre 73 et de ses 112 kilos de muscles, aujourd'hui, Yves Kepse-Chonang, 27 ans, a risqué sa vie à travers l'Afrique pour atteindre l'Espagne et réaliser son rêve, celui de jouer au rugby. Je sors du Cameroun, principalement pour aller jouer au rugby. Un chemin pas ordinaire, mais truffé d'embûches, un chemin de migrants clandestins tout court. Le voyage, déjà, c'est difficile parce que tu ne sais pas où tu vas dormir. Il te faut de l'argent. Et il y a des gens qui savent qu'il y a des clandestins qui passent et qui sont là chaque moment à essayer de vous capturer. Une fois arrivé en Espagne, la terre promise, la réalité va vite rattraper Yves, mais heureusement qu'il y a le rugby club de Valence.
Ne pas avoir de documents de résidence ou être sans abri. Et ce sont là les quelques soucis qu'avait Yves. Mais il n'avait jamais laissé percevoir cela sur le terrain. On ne l'a jamais vu nerveux ou inquiet. Le rugby club emploie Yves comme réceptionniste et électricien pour 850 € par mois. Un début pour le rugbyman qui compte franchir un autre cap. Quand il est arrivé ici, ses priorités étaient de trouver de la stabilité et de régulariser sa situation. Maintenant qu'il a réussi à le faire, je crois qu'il a retrouvé cette espérance de vivre du rugby et d'être un professionnel. Et sans doute de signer des contrats de millions d'euros plus tard. Sport encore, avec un supplément d'âme. À l'approche des vacances de Pâques, un groupe de sauveteurs ghanéens s'adonne à sa dernière séance d'entraînement pour prévenir les noyades avant que les plages d'Accra n'accueillent des milliers de baigneurs. Une cinquantaine de personnes, toutes bénévoles, viennent de participer à la session de formation de la Ghana National Aquatic Rescue Unit, mise en place par les autorités en 2016. Le point avec Blanche Sanou. Une jeune femme inanimée est ramenée sur le sable par un groupe de solides gaillards. Exercice d'échauffement, simulation de noyade ou technique de massage cardiaque. Avant chaque période de vacances, qui attire généralement les foules sur les plages d'Accra, rien n'est laissé au hasard pour éviter des morts inutiles. Difficile de savoir combien de personnes meurent chaque année par noyade au Ghana en l'absence de statistiques officielles. Mais les eaux du golfe de Guinée, traversées par des courants violents, sont réputées dangereuses alors que de nombreux baigneurs ne savent pas nager. La plupart des zones de baignade enregistrent beaucoup de cas de noyade, surtout pendant les périodes de fêtes ou les jours fériés. Aussi, il n'y avait aucun système de sauvetage dans le pays pour prévenir de tels incidents. Ancien sauveteur en mer au Royaume-Uni, Félix a décidé de créer sa fondation après avoir assisté impuissant à la noyade d'une petite fille de 3 ans sur la plage de Labadi, l'une des plus prisées de la capitale ghanéenne. L'unité est aujourd'hui composée d'employés de l'Agence nationale de gestion des catastrophes ou des soldats de la marine ou des pompiers. Bien qu'il n'y ait aucun salaire pour ce travail, je suis motivé parce que si je peux nager et que d'autres ne peuvent pas nager, alors c'est bien d'aider à sauver des vies. Une unité bien formée et prête à sauver des vies, tous les éléments sont réunis pour permettre aux baigneurs de passer de belles vacances. Quelques dépêches avant de nous quitter. Pour la première fois depuis 20 ans à Paris, un tableau de Van Gogh sera proposé aux enchères le 4 juin prochain. L'œuvre de jeunesse datée de 1882, intitulée Raccommodeuse de filets dans les dunes, est estimée à entre 3 et 5 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la maison de vente parisienne Arcurial. La dernière vente aux enchères d'un Van Gogh à Paris remonte au milieu des années 1990 et s'appelait Le Jardin à Auvers. La vente avait atteint 10 millions de dollars. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. Demain, c'est John Lyndon qui vous accompagnera. Même lieu, même heure. Très belle soirée avec VOA Afrique. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique, une chaîne partenaire. Vous
Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent. Ces rencontres loin des clichés. Un choc des cultures, bienvenue. Dans Vous et nous. Suivez des interviews, des reportages originaux. Nos rubriques web, nouvelles technologies. Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'ère du temps. Vous et nous. C'est moi. C'est toi. C'est vous et nous.